Bonjour, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes à l'Institut du Monde Arabe. Il fait un temps radieux sur Paris et 45 degrés dans le studio. D'où l'intérêt, ma chère Julie, d'avoir cette petite dentelle sombre qui est à l'image... Ça irait bien avec vos lunettes. Voilà, qui est à l'image de ce que vous racontez. C'est raffiné, c'est divin et c'est recherché. Notre ami suisse considère toujours qu'il est à la montagne. Il a mis une laine, il fait 45 degrés. C'est du lin, mon cher Guillaume, c'est du lin. Voilà, mais j'ai dit une laine parce que je suis un garçon... Vous poétique. Vous m'attrapez pour le collet. Donc c'est effectivement du lin. Mais je peux vous dire que le muscle est chaud. Et puis une première, évidemment. Merci. On dirait une photo de Lartigue. Vous vous souvenez de Jacques-Henri Lartigue, de ces photos magnifiques de Suzanne Langlaine, des tennisman français de l'époque où on plongeait à Antibes, on skiait à Mégève et on était habillés en blanc. C'était la quintessence du chic français. Nous sommes avec celle qui travaille et qui dirige aussi la Parisienne, Christine Goguet. Ça vous va, ma chère Christine? C'est parfait, Guillaume. Vous avez des lunettes magnifiques. Vous êtes caché derrière vos lunettes. Les vôtres sont pas mal non plus. Ne soyez pas angoissés, c'est la première, mais ça ne peut être qu'un bonheur. J'espère que ce sera pas... Regardez par exemple la discrète Pascale. La discrète Pascale, c'est Hollywood, elle toute seule, regardez. C'est un mélange entre Dorothy Mellon, Rita Hayworth, je suis là, j'ai des cheveux, un corps de rêve. Jessica Rabbit. C'est à peu Jessica près la même robe, hein. Jessica Rabbit. Et pour un registre campagne, mais en même temps, campagne pour le bain. Oui, bien sûr, bien sûr. Piscine, campagne, mais légèrement rock quand même. Pour le haut, c'est Estelle Martin qui est avec nous, avec de très jolies petites boucles d'or. Cette émission a une caractéristique, bien qu'il fasse 65 degrés, nous avons pris 20 degrés en 2 minutes, et c'est qu'elle commence toujours par un sommaire que voici. Fort des succès de Luc Besson avec son 5e élément ou de Jean-Pierre Jeunet et son Alien 4, une nouvelle génération de réalisateurs intéresse les studios hollywoodiens. Ces réalisateurs francophones qui font rêver Hollywood, c'est notre premier thème du jour. Alors qu'en France, l'État a annoncé qu'il se désengageait du financement de la plupart des conservatoires, nous avons décidé de nous intéresser à la manière dont était enseignée la musique dans nos différents espaces. Comment assure-t-on l'avenir de nos futurs musiciens? Et comment nourrit-on les amateurs passionnés? Des questions que nous nous poserons. Le dernier album achevé, Tintin chez les Picaros, est sorti en 1976. Presque 40 ans après, le jeune reporter d'Hergé est toujours dans l'air du temps. Nous tenterons de comprendre pourquoi Tintin est toujours d'actu. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 200 millions de critiques, c'est parti. Le premier sujet concerne le cinéma et nos relations, nous, les francophones, avec le monde américain, notamment avec Los Angeles, avec dans toutes les facultés, notamment à UCLA, dans toutes les écoles de cinéma. On a toujours évidemment beaucoup parlé de la France, beaucoup parlé de Jean Renoir qui a vécu à Hollywood, beaucoup parlé évidemment de la nouvelle vague. Et ces dernières années, on a surtout parlé des succès qui ont été remportés par des réalisateurs de cette génération, qui est celle de Luc Besson, avec Luc Besson et son 5e élément, Bruce Willis, Jean-Pierre Jeunet et son Alien 4, et toute une génération donc, de réalisateurs francophones qui maintenant font leur miel, leur pelote de laine à Hollywood. Dernier en date, le français Gilles Paquet-Brenner, qui vient de signer un polar assez réussi avec Charlize Theron dans le rôle principal. Voici un extrait. Je t'aime, ma libellule. Tu dois t'en souvenir toute ta vie. Sauve-toi! Sauve-toi! Libby, ce que tu vas nous dire est très important. C'est Ben qui a tué ta maman et tes sœurs. J'avais 8 ans quand elles sont mortes. Tout d'un coup, j'étais célèbre. Wow, Libby Day. Allez-y, parlez-moi de ce club. On l'appelle le Kill Club. C'est simplement un petit groupe qui aime les affaires de meurtres non résolues. Des détectives privés, des juristes, des assureurs, d'anciens flics. On élucide des crimes. C'est notre truc. Si vous et votre petit club voulez me faire gober que Ben est innocent, vous perdez votre temps. J'ai apporté le dossier. Vous pourrez le consulter. Vous êtes loin d'être bête. Vous verrez vite qu'il y a un truc qui est pas net dans cette affaire. Ben Day. Et a bien foutu ma vie en l'air, celui-là. J'avais 11 ans. Il voulait qu'on reste tous les deux après la classe. Bonjour, je cherche un certain Ronald Day. C'est le moment de dire la vérité sur les meurtres. Ils sont arrivés à la retrouver, Tiedra. Vous savez s'il a eu une nana, une histoire sérieuse? Libby, m'en sais plus sur Diandra Wertner. Oui? Nom de Dieu, c'est pas vrai. Libby, je me disais bien que tu finirais par me trouver. Allez voir Ben. Tout commence avec lui. Non, avec lui, tout se termine. Elle est où, Diandra? Fais comme moi, laisse tomber. Tu vas te foutre de moi encore longtemps. Je te dis de laisser tomber.
Il ment sur Diandra, c'est notre seule certitude. Pourquoi? Tout le monde ment, ça arrive. Donc, une fois que tu sauras la vérité, tu seras en paix. C'est bien triste pour toi, petite fille. Je t'emmerde, connard. Tu trouves ça drôle? Non, je trouve ça ironique. Quoi? Tu vis en prison, toi aussi. Le film s'appelle Dark Place et il est signé donc Gilles Paquet-Brenner, réalisateur francophone qui s'exporte maintenant avec beaucoup de succès. Bref, au fond, des gens du monde entier sont venus faire des films à Hollywood et on attend maintenant le jeune Dolan qui va aussi tourner à Hollywood. Est-ce que c'est pas inexorable, Christine? Alors je pense qu'il y a une volonté vraiment d'accéder au rêve américain, puisqu'il est là aussi. Et de l'autre côté de l'Atlantique, il y a aussi une volonté de séduire les Français, puisque la France est toujours le symbole de l'élégance, du glamour, de l'amour. Donc il y a une espèce d'attirance pour les deux cinémas qui finissent par se rejoindre. Et je pense aussi que, comme à Hollywood, on a besoin de sang frais, c'est ce que dit Cronenberg d'ailleurs, qu'il n'y a pas beaucoup à la fois de sang frais et d'idées neuves. Ces francophones, qui sont des réalisateurs qui font des films d'auteur, sont très bienvenus. Voilà, bienvenue. Et demandez, Julie. Xavier Dolan, c'est un cas unique parce qu'il va tourner son scénario. Parce qu'il faut faire une distinction. À la fin début des années 90, il y a eu des réalisateurs comme Yves Simoneau, Christian Duguay. Christian Duguay, que vous connaissez peut-être ici parce qu'il a réalisé Japlou il n'y a pas si longtemps. Et lui, il a réalisé des films américains dans la machine hollywoodienne, aussi des téléséries, des téléfilms. Mais là, aujourd'hui, des Dolan, Villeneuve, Jean-Marc Vallée sont approchés, sollicités autrement. Xavier Dolan, ce qui est particulièrement intéressant par son exemple, c'est que c'est son scénario. Il voyait dans sa soupe Kathy Bates et Susan Sarandon pour incarner les rôles titres. Il a comme partenaire de production l'Angleterre. Et c'est vraiment, il a un pont d'or pour créer un film qui sera de son cru avec des grands moyens et tout. Ce qui est intéressant d'observer pour nous qui avons une proximité avec Hollywood, une proximité géographique, c'est que Hollywood, au dire de certains producteurs, ce sont des pompes à talent. C'est-à-dire qu'ils vont aller à Cannes, ils vont aller à Toronto, et là, vite, ils vont débusquer des réalisateurs qui ont une façon particulière de signer leurs films, de diriger les acteurs. Et là, on les invite à Hollywood. On les assoit, on leur sert du champagne, on leur promet mer et monde. Et là, il faut traverser plusieurs étapes avant que ça devienne vraiment intéressant et que les promesses soient tenues. Si on veut parler en termes de catégorie de scénarios, par exemple, les premières fois qu'on y va comme jeune réalisateur, on se fait offrir des scénarios E, D, C, éventuellement B. Denis Villeneuve est rendu dans les catégories A. Quand on propose à un réalisateur canadien de faire Blade Runner, on est rendu dans de la haute voltige et c'est vraiment grâce au succès de Prisoner où il aurait réussi à faire d'une histoire vraiment terrible quelque chose de grandiose. Il a un talent exceptionnel. Alors, il a vite gravi les échelons de Denis Villeneuve. Et est-ce que ça se passe avec la Suisse? Est-ce qu'il y a des metteurs en scène suisses, des enfants d'Alan Tanner et des autres, qui sont allés faire carrière à Los Angeles ou aux États-Unis en général? Alors, effectivement, la Suisse exporte un nombre de réalisateurs absolument important. J'ai eu beaucoup de peine à les noter tous, d'ailleurs. Il y en avait beaucoup trop, à commencer par, historiquement, William Wyler, oscarisé 3 fois dans les années 40 et 60 pour Bénur. Non, je plaisante. Il y a très peu de réalisateurs suisses, hormis William Wyler, effectivement, qui est une exception, qui est devenu américain à la fin des années 20, mais qui est suisse d'origine. Étonnamment, on l'a totalement oublié. Moi, le premier, j'ai découvert ça en préparant ce sujet, qui avait reçu 3 Oscars. La Suisse ayant une industrie cinématographique qui est ô combien petite, donc non, il n'y a pas eu ça. Et même la fameuse génération dans les années 70, les Tanner, les Goretta, les Souter et cette équipe-là, eux n'ont pas été à Hollywood, ils sont restés ici. Donc il n'y a pas eu ce passage. Il y a Mark Foster aujourd'hui pour la Suisse qui est un passeport helvète. C'est lui qui a réalisé Neverland, c'est lui qui a réalisé À l'ombre de la haine pour lequel Halle Berry avait reçu son premier Oscar. Il a réalisé un James Bond, enfin et quelques gros blockbusters à l'hollywoodienne. Mais enfin voilà, il est suisse de passeport. Il a grandi effectivement suisse dans le canton des Grisons. Mais on est dans l'exception. Exactement, on est dans l'exception. Et pour terminer sur ce que vous expliquiez tout à l'heure, je pense que Hollywood a toujours, et les États-Unis d'une manière générale, ont toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire que ce sont alors des pompes à talent, des agrégateurs ou des ogres ou des cannibales, enfin ce que vous voulez. Mais on fait venir quand on sent qu'il y a une expertise.
Et par contre, et le cas de Besson est intéressant, on fait venir les gens, mais on ne leur demande pas de faire ce qu'ils savent faire à l'étranger, c'est-à-dire qu'on prend une partie de leur expertise, mais après, il faut réussir à ce que ces derniers s'adaptent au cinéma que souhaite Hollywood. Besson, finalement, il est français, mais on lui reproche beaucoup en France de faire du cinéma qui n'est pas français, du cinéma hollywoodien, précisément. Donc ça fonctionne comme ça, mais ça fonctionne pour tout. Ça fonctionne pour le cinéma, ça fonctionne pour l'économie, ça fonctionne pour le sport. Voilà, c'est un peuple, c'est une terre d'immigrés. On fait venir les gens, on a l'habitude de ça. Et c'est toujours une chose qui frappe beaucoup les Européens, parce que quand vous allez aux États-Unis, on ne vous demande pas d'où vous êtes. On vous demande ce que vous savez faire. Alors qu'ici, c'est un reproche qui est fait en Europe, c'est-à-dire que la première chose qu'on vous demande, c'est pas ce que vous savez faire, c'est d'où tu viens, d'où vous venez, quel est votre passé. Aux États-Unis, ça ne marche pas comme ça. C'est qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais faire, vas-y mon gars, peu importe d'où vous venez. Ce voyage est un voyage perpétuel et plus ou moins réussi. Pascal, la question, c'est de savoir pourquoi aujourd'hui, on a l'impression que les gens sont beaucoup moins connus que ceux qui essayaient avant. Ça, c'est pas des très, très, très grandes stars. C'est pas l'équivalent pour les réalisateurs de ce que sont justement pour le monde francophone, de Depardieu, Adjani, etc. Mais du coup, peut-être à cause de cette modestie, ils s'en sortent mieux, ils s'installent mieux. Non, mais je pense que de toute façon, depuis toujours, Hollywood a attiré énormément. Comme on l'a dit, c'est une pompe à talent. Et donc, ils repèrent des gens qui ne sont pas connus dans leur propre pays. Nul n'est prophète dans... Hein, vous connaissez le proverbe. Et donc, voilà, nous, on a l'exemple d'un petit Belge. Alors, malheureusement, il n'est pas francophone. Il est flamand. Ah, voilà. Et donc, il s'appelle Michael Renders, qui est du même nom que le vice-premier ministre. Et il a pris un nom de scène qui est Michael Roskam, qui a signé... En fait, c'est vraiment... Il n'était pas destiné du tout à faire du cinéma. Il était la bande dessinée, la peinture, la publicité. Puis il a fait son premier long-métrage qui a fait un très beau parcours, puisqu'il a été nominé aux Oscars du meilleur film étranger en 2012, Bullhead. Et puis il a été repéré, il n'est pas reparti avec la statuette, il a été repéré. Et il a fait son deuxième film. Et donc maintenant, il vit là-bas. Ouais, là-bas, à Los Angeles. Il vit là-bas, il est installé à Los Angeles. Complètement, ouais. Ma chère Estelle. Oui, alors ce qui est intéressant, je partage votre analyse, c'est vraiment que Hollywood cherche de nouveaux talents, hein, et pas simplement des talents francophones. Hein. Ils vont aussi du côté du Mexique, du Canada, en Espagne, mais ils savent qu'en France, il y a un savoir-faire. Et c'est vrai qu'on est la deuxième production mondiale, donc ça les intéresse, ou la troisième. Et donc, ils vont essayer de repérer. Par exemple, la Cédric Jiménez, qui a fait La French, a été contacté. Yann Demange, qui lui aussi a fait un film. Alors lui, il vit en Angleterre. Il a fait un film de genre, un film de guerre, qui s'appelle 71. Et lui aussi aurait été contacté par les studios pour ces films, parce qu'ils cherchent... Alors pourquoi ils cherchent des réalisateurs? Parce qu'ils veulent de nouveaux talents, et puis aussi ce sont de jeunes réalisateurs, donc ça coûte un peu moins cher. Donc ils leur proposent des budgets un peu plus, un peu moins conséquents que les grands réalisateurs américains. Et ensuite, pourquoi ils leur font souvent faire des films de genre? Parce que c'est souvent le cas. Hein, là, on a vu avec Gilles Paquet-Brenner, c'est un thriller, un polar, et c'est vrai qu'ils sont amateurs, et surtout ils se disent que ça, ce sont des codes universels. C'est-à-dire pour un drame, on va peut-être privilégier des gens du cru, parce qu'ils sont peut-être plus sensibles effectivement à tout ce qui est société, et on laisse de jeunes réalisateurs, notamment français, se faire la main sur des films de genre, car les codes... Et ça a commencé d'ailleurs, c'est drôle, parce qu'avec Jacques Tourneur, qui était, alors on était dans les années 1930, et c'était déjà des films de genre avec la féline, et c'est vrai que pour ça, Hollywood a quand même, enfin vraiment les studios sont extrêmement malins, c'est-à-dire qu'ils vont repérer des jeunes réalisateurs qui ont du talent, évidemment, mais ils prennent quand même pas le maximum de risques. Et ça, j'ai des noms. Louis Leterrier, Xavier Jean, Alexandre Aja. Vous savez peut-être qu'Alexandre Aja, c'est le fils d'Arcadie, donc qui est tout jeune. Et puis donc Gondry, Xavier Dolan, Denis Villeneuve, on en parlait, et beaucoup d'autres. Mais c'est aussi une question de business, c'est-à-dire que Hollywood a très bien compris que leurs films fonctionnent plus à l'étranger. Aujourd'hui, 80% des recettes d'Hollywood, c'est à l'étranger, c'est pas les États-Unis. Donc, pour faire des films qui plaisent aux étrangers, il faut des réalisateurs étrangers. Ces 20 dernières années, 11 des films qui ont gagné les Oscars, ce sont des réalisateurs étrangers. Donc, c'est aussi du business. C'est pas seulement, tiens, on va prendre un petit jeune pour l'aider et payer moins cher. Voilà, mais en même temps, il faut vraiment des films de genre. C'est aussi parce qu'ils rencontrent leur public. Oui, mais en même temps, les thrillers et autres, ce sont vraiment des films de genre. Quand on veut faire peur, on fait peur. En fait, c'est vrai qu'il y a toujours un peu les mêmes ficelles. Oui, il fait du policier, du thriller de base, très bien fait, avec une photographie magnifique. Effectivement, ça n'a rien Le côté bien fait, le côté efficace, le côté bien fait, et une écriture qui s'est mondialisée. Christine, vous vouliez conclure. Oui. Moi, je voulais dire quelque chose sur, par exemple, Aja aussi. Pourquoi est-ce qu'Alexandre Aja, qui est le fils d'Arcadie, est parti aux États-Unis? Parce que le genre film d'horreur ne trouvait pas non plus suffisamment d'essor en France. Donc, on est aussi parfois obligé, pour réaliser les films qu'on souhaite réaliser, de s'exiler et de partir. Il y a aussi quelque chose dont ils se plaignent aujourd'hui, les réalisateurs francophones, c'est d'être considérés un peu comme des employés. Donc c'est aussi la dimension des jeunes auteurs qu'on peut peut-être aussi driver plus facilement que
des metteurs en scène aboutis. Et pour emboîter le Un pas mot sur pour ce terminer, ma chère Julie, après les tweets. C'est ce que vous dites, c'est quand on parlait de venir chercher aussi un savoir-faire chez les réalisateurs français ou québécois, c'est que faire un film chez nous, c'est aller à la guerre. On n'a pas d'argent, donc on développe une cinématographie très débrouillarde. Alors imaginez quand on donne des moyens à ces artistes-là, ils capotent. Petite précision linguistique, lorsqu'ils capotent pour nos amis québécois, c'est-à-dire qu'ils sont super contents, ils font du super bon travail et ça se traduit pas par une grande catastrophe. Voilà. Ils sont ravis. Merci pour cette Les tweets, précision, on Michel. commence par un tweet du site de France Télévisions Culture Box. C'est un article Hollywood, les réalisateurs français accueillis par le festival Colcoa. C'est un festival du film français à Hollywood qui a eu lieu récemment. Un tweet de showbiz.net, site canadien, à propos du film québécois de Denis Villeneuve, Sicario, qui est en compétition pour le 68e Festival de Cannes. Et un tweet de Christophe Fan, du réalisateur français, donc Aja, Alexandre, dont on vient de parler, qui est en préparation de son prochain film. Vous connaissez le titre, vous allez voir, on est en plein justement dans le cinéma de genre. Ça s'appelle Cobra The Space Pirate. Laissez-nous vos tweets avec le hashtag 200 millions de critiques et vos messages sur le site internet de TV5 Monde. C'est le premier sujet donc, de cette émission. Nous allons nous retrouver dans un instant. Merci Christine d'être venue, c'est la première fois, mais vous allez revenir évidemment souvent et n'oubliez pas de lire La Parisienne le week-end. C'est un excellent magazine. Lise Lauretière va nous retrouver dans une seconde. Le temps d'aborder un deuxième sujet qui concerne la musique. Comment enseigne-t-on la musique en France? Tout le monde connaît le système des conservatoires, sauf que l'État vient d'annoncer qu'il se désengageait du financement de la plupart des conservatoires dans lesquels sa part représentait entre 6 à 8%, laissant le soin évidemment aux régions de prendre le relais. Certains annoncent déjà de très très grandes difficultés. Nous avons donc décidé de nous intéresser à ce problème, qui n'est pas un problème français, mais qui est un problème francophone. Nous allons voir ce qui se passe dans certains de ces pays, justement grâce à un sujet de Radio-Canada, car il existe quand même un enseignement de haut niveau. Regardez. Ici, tout respire la musique. En plein jour, on entend dans plusieurs chambres de la résidence des jeunes qui répètent. Il faut se lever tôt parce qu'on a des masterclass puis des cours, puis il faut pratiquer. Mais c'est le fun en même temps. Orford accueille des musiciens triés sur le volet qui ont étudié partout dans le monde, en Australie, au Mexique, aux États-Unis. Les profs qu'on a ici, ils sont encore passionnés de ce qu'ils font, puis ils font de la musique, ils jouent avec leur cœur. C'est tellement inspirant. Les professeurs, parmi les plus réputés, partagent leurs secrets avec leurs protégés. C'est ton espèce de balancier, c'est un mouvement comme un tiroir, là, in and out, en dedans puis en dehors. Tu vois? Orford, c'est comme l'histoire de ma vie étalée, là, un peu. Jamais n'aurait-il cru que ce camp d'été allait transformer sa vie lorsqu'il a quitté son lac mégantic natal. Là, j'avais 13 ans, puis là, j'en avais 62. Fait que ça fait pas 50 ans encore, mais pas loin. Bien, quand j'étais jeune, là, on avait des résidences qui n'étaient pas comme ça du tout, là. C'était une espèce de vieille baraque, puis on voyait la lune à travers les planches de Bardeau, quand on se couchait, puis il pleuvait sur nous autres un peu. Au cours des 60 dernières années, le festival et le site ont beaucoup changé, délaissant graduellement les arts visuels pour se consacrer uniquement à la musique. Pour que le fa mineur soit plus triste. OK. Tu sais, c'est un peu comme s'il y avait un party, mais t'es pas invité. Pendant l'année, Stéphane Lévesque est premier bassoniste à l'OSM. Mais l'été, il revient ici pour enseigner et offrir des concerts. C'est comme une équipe d'étoiles, un peu comme un match des étoiles de la Ligue nationale pour nous de se revoir ensemble. Le festival d'Orford ressemble à une grande famille où la passion de la musique se transmet de génération en génération. J'aimerais savoir mon poste un jour dans un orchestre, puis moi aussi essayer de transmettre un peu de passion à des étudiants. C'est énorme l'impact que ça a eu sur l'éducation musicale au Québec. Tania Lapointe, Radio-Canada, Orford. En avant la musique, justement, après ce sujet. Lise-Laure, on va commencer avec vous. D'abord, bienvenue. Merci de nous retrouver. Est-ce qu'il y a, par exemple, en Afrique, des systèmes qui sont pérennes depuis maintenant un certain temps ou pas du tout?
Il faut dire que c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment un enseignement académique de la musique. Il y a des structures privées, mais les anglo-saxons sont toujours en avance. En Afrique du Sud, il y a à Durban le département de l'université où on enseigne de la musique. Également au Nigeria, il y a une grande école de musique classique qui s'appelle Mousson. Mais en Afrique francophone, c'est des initiatives un peu personnelles. Par exemple, au Cameroun, il y a un institut qui a été créé par un musicien. Alors justement, c'est en 2005, et il avait fait une étude. Il avait essayé de réunir 200 musiciens et leur avait demandé combien d'entre vous savent lire, écrire la musique, ont des techniques. Il n'y avait que 160 d'entre eux n'y connaissaient absolument rien. Donc ça existe, mais c'est très faible. Ça existe, mais c'est très faible. Mais il y a des initiatives privées. Et aussi, il y a des gens comme le feu Souleymane Koli, qui était un metteur en scène guinéen, avec la compagnie Koteba qu'il avait fondée. Il donnait des cours à l'intérieur, mais les artistes étaient pluridisciplinaires, mais il y avait des cours de chant. Pascal, est-ce que justement en Belgique, comment ça fonctionne le système? Alors, il y a en Belgique comme en France un réseau d'académies de musique, il y en a 104 en Belgique francophone, qui donnent un accès plus ou moins gratuit, enfin pas gratuit, aux jeunes qui veulent étudier la musique. Alors, il y a un minerval à payer et l'année passée, il y a eu une réforme de nouveau. L'État a serré les vis et voulait imposer à ceux qui avaient accès gratuitement à ces académies un minerval de 17 €. Alors, c'était la levée de bouclier national dans la partie francophone en tout cas, parce que Là, ce sont des genres de conservatoires à la française, voilà, ce sont des écoles de musique. Voilà, c'est des écoles de musique qu'on suit en dehors de l'école, à la sortie de l'école, les week-ends, les vacances, etc. Et donc voilà, donc les enfants de moins de 12 ans, les handicapés, les chômeurs, etc. avaient accès gratuitement. D'autres payaient un minerval de 170 € à peu près. Mais ceux qui avaient accès gratuitement, donc se voyaient imposer pour faire des économies un minerval de 17 €. Et là, ça a été la levée de bouclier. Je trouve ça plutôt sympathique de dire voilà, ceux qui ne payent pas, nous qui payons, on continue, et ceux qui ne payent pas, continuons à donner accès quand même. Les enfants de moins de 12 ans, c'était la majorité du public. Donc voilà, ils ont retiré la mesure et ça marche assez bien, il faut le dire. Enfin, genre en Belgique, il y a quand même énormément de choses qui se passent. Et on enseigne tout type de musique, c'est la musique classique, le jazz, etc. Oui, etc. oui, on va faire le tour et après on va revenir en France avec vous. Comment ça se passe, Julie, au Québec et vous, Michel, en Suisse? Est-ce que c'était un peu le même système des conservatoires? Oui, en fait, les conservatoires ont été rapportés, cette expertise a été rapportée au début des années 40 au Québec pour créer le Conservatoire de Montréal et de Québec, de ces deux villes. Depuis, plusieurs ont ouvert en province. Ça, ce sont les grandes écoles de musique. Maintenant, il y a un désengagement de l'État par rapport à la culture en général et la musique en souffre aussi. En été 2014, on a menacé de fermer 5 de ces conservatoires en région. Ça a été sauvé par la ministre de la Culture. Parce que la musique est très, très importante au Québec au niveau de l'enseignement. On l'enseigne dès le primaire. Il y a des écoles où il y a un programme, tout est centralisé. En fait, la musique fait partie du noyau et autour, les cours de français, d'anglais et tout tournent autour. Ensuite, il y aura peut-être une ellipse au niveau du secondaire et dès le collégial. Dans certains collèges, il y a des écoles de jazz. Dans les universités, McGill, entre autres, vous connaissez peut-être Arcade Fire. Ces musiciens viennent de la faculté de musique de l'Université McGill en classique. L'Université de Montréal aussi a une faculté de musique. Alors, pour l'instant, l'enseignement se porte bien, oui. Michel, en Suisse, comment ça fonctionne? Plusieurs niveaux. Moi, je vous écoute. Je ne crois pas que je puisse dire qu'au niveau de la Suisse, par contre, on a les problèmes budgétaires qui sont les vôtres. Il y a des conservatoires pour ce qui est de l'enseignement, on va dire, amateur, que voilà, tout un chacun peut suivre avec des prix qui diffèrent pas simplement si vous êtes adulte ou si vous êtes enfant. Mais enfin, c'est un cursus qui est payant. Après, quand vous rentrez dans l'enseignement qui est de l'ordre du professionnel, là, ce sont aussi des conservatoires ou des hautes écoles de musique qui vous délivrent un bachelor ou un master's avec voilà, un titre qui est reconnu et un financement des institutions qui est tripartite en Suisse, c'est local, c'est fédéral et c'est cantonal, et ça vous permet bien de financer le tout. Donc d'une manière générale, on peut toujours avoir mieux, on peut toujours faire mieux. L'accès à la musique en Suisse n'est pas gratuit, quel que soit l'échelon, il n'est pas non plus extraordinairement élevé, ça coûte environ un peu moins de 500 € par semestre, un peu moins de 1 000 € par année, quand vous intégrez, on va dire, le niveau professionnel, que pour un étranger ou pour un Suisse, d'ailleurs, c'est le même tarif, il n'y a pas de ségrégation à ce niveau-là.
Et puis ça permet de suivre le cursus Mais la densité, habituel. c'est quoi? Ce sont les grandes villes où il y a des conservatoires un peu partout? Non, les grands conservatoires. Alors il y a des conservatoires, après il y a des conservatoires, on va dire des écoles de musique qui sont moins prestigieuses, mais qui sont quand même plutôt dans les grands centres. Encore faut-il, on parle de la Suisse, hein, donc les grands centres, et la Suisse est un petit territoire, rappelons-le. Donc il y a des conservatoires à Sion, à Lausanne, à Genève, à Fribourg, enfin bref, finalement ça Donc, fait chaque plutôt 50 chez vous, ça marche. Il y a moins le problème de restrictions budgétaires. J'ai l'impression que ça fonctionne parce qu'ils disposent d'un budget global et puis après ces hautes écoles, c'est à elles. Il y a eu une refonte du système complet académique en Suisse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement la musique en Suisse n'est pas une branche à part au niveau du cursus académique quand on rentre dans l'enseignement professionnel. Ça s'enseigne et ça obtient les mêmes financements que si vous allez, je ne sais pas moi, étudier les lettres, étudier la biologie, étudier les sciences. Ça rentre dans un C'est assez différent de chez nous, parce que chez nous, pendant très longtemps, ça a été le parent pauvre, la musique. Le petit pipeau en classe, enfin, c'est vrai que c'était ça. Tout le monde a le souvenir du cours de dessin, du cours de gym et du cours de musique avec le prof qui arrivait avec sa petite flûte en bois. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours des cours de musique en primaire, mais c'est quand même vraiment un Rien minima, du tout. c'est juste quelques notions. Et c'est vrai que là, on se dit que les conservatoires de musique, il y en a 450 en France, ça aurait pu être une bonne façon de pouvoir apprendre la musique pour beaucoup de petits Français, ce qui est le cas. Mais malheureusement, il y a déjà des engagements de l'État, certes, mais il y a aussi la difficulté d'entrer dans ces conservatoires, parce que c'est vraiment... alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est... Alors, peut-être parce que les places sont très chères, mais c'est très difficile d'avoir des places. Alors, peut-être plus à Paris qu'en province. Et surtout, moi, ce qui m'interroge, c'est aussi l'enseignement qui est donné dans les conservatoires de musique. On commence par 1 an de solfège. C'est-à-dire que les enfants qui ont 7-8 ans, on leur demande de faire... c'est-à-dire de ne pas toucher à l'instrument, hein, c'est-à-dire d'apprendre d'abord le solfège. Ce qui... certes, est utile, il faut connaître le solfège, mais est-ce que ce n'est pas aussi une manière de dégoûter des enfants jeunes de la musique en les obligeant à d'abord pratiquer le théorique pour ensuite espérer toucher à un instrument? Ça, c'est un problème. En France, on n'a pas cette espèce de peut-être qu'il y a plus en Allemagne, évidemment, ou dans les pays anglo-saxons, cette culture musicale, c'est-à-dire de donner envie aux enfants de faire de la musique, même si on est amateurs. Oui, mais encore faut-il avoir les moyens et aussi le... Alors, j'ai la réponse à ça, pour discuter de ça. Alors, c'est pas mon pays, c'est la France, mais pour discuter avec un directeur de conservatoire en France, clairement, il m'a été dit, on impose une année de solfège aux enfants afin de tester leur motivation, parce qu'on ne veut pas prendre des élèves et investir, entre guillemets, dans ces élèves pendant 2-3 ans, puis finalement, après, ils abandonnent la musique. Il y a une volonté dès le départ, y compris chez les enfants de 7-8 ans, d'écrémer, et on va se dire, on va fonctionner avec, en tout cas, essayer de former une élite ou des musiciens qui ensuite vont travailler. C'est le syndrome des grandes écoles, en fait. On n'est pas là pour que les gens apprennent à se distraire. Enfin, je ne dis pas que c'est bien. Parce que on peut être d'accord ou pas avec cette approche. C'est une approche dont l'objectif, c'est d'être des agrégés de musique au sens... C'est pourquoi vous nous formez des amateurs. A priori, ça n'a aucun intérêt. C'est exactement ce qu'ils disent. Mais est-ce qu'il y a vraiment un problème dans le monde musical aujourd'hui de gens qui râlent parce que l'État se désengage? Oui, effectivement, oui. Je pense qu'il y a eu... Enfin, je pense non. Il y a eu beaucoup de témoignages et dans les conservatoires et aussi de grands chefs d'orchestre qui s'inquiètent parce que quand même, les conservatoires de musique sont eux qui forment la prochaine génération. Donc, ils vont continuer à le faire, mais il faut toujours qu'il y ait un appui. Puis c'est malheureusement une tendance actuelle en ce moment au niveau de la culture et pas seulement, mais d'un désengagement progressif. Donc effectivement qu'ils sont inquiets et on peut les comprendre. Puis, comme en témoignait le reportage qui se déroule au Centre des arts d'Harford, ce que je trouve réjouissant au Québec, c'est que bien sûr, il y a la musique classique, il y a les formations symphoniques et tout ça, ça c'est une chose, mais il y a la musique, point, qui est vraiment dans notre inconscient collectif. Je crois que c'est quelque chose qui est profondément ancré dans notre culture. On est fiers de nos musiciens, on est fiers lorsqu'ils s'illustrent à l'étranger. Et comme on pouvait le voir dans ce reportage... J'ai capoté. Comme on peut, oui, on capote complètement. Comme on a pu le voir dans ce reportage, il y a une transmission du savoir en musique qui est faite avec passion. C'est ceux qui enseignent et ceux qui mettent des jeunes en contact avec, que ce soit du solfège, des instruments, bien, c'est fait, c'est contagieux. Et ils sont fiers de transmettre ce savoir-là. Et je crois que ça, ça fait sa marque. Mais ça existe aussi en France. Mais en France, parfois, pour avoir interviewé beaucoup de solistes ou même d'artistes lyriques, ils font partie de famille. Alors c'est normal, c'est dans une famille. Je pense qu'effectivement, qu'on fait de la musique en Afrique, c'est vrai. Voilà, il y a la transmission, mais c'est peut-être dommage ou c'est trop élitiste parce que quand on n'a pas la chance de grandir dans une famille de grands musiciens, on n'a pas forcément accès aux meilleures formations.
Chez nous, en Belgique, on a le concours Anne-Elisabeth, bien sûr. Donc, ça contribue à... pendant mais ça, c'est pour la mois. musique classique. Mais bien sûr, de haut niveau, et c'est international, donc c'est pas des Belges. Je veux dire, mais effectivement, on a cette présence, pendant un mois, on en parle. Je veux dire, voilà, ça contribue à, manifestement... rendre plus populaire la musique classique, mais ça reste, comme tu dis très bien, hein, ça reste quand même très élitiste. Et malheureusement, les accès qui feraient que les gens qui n'ont pas la chance de venir d'une famille de musiciens, qui n'ont pas la chance de pouvoir avoir accès à cette musique classique, il faut continuer à encourager les académies, les conservatoires. Lise-Laure, est-ce qu'il y a des grands orchestres symphoniques, par exemple, en Afrique? Mais il y a des grands orchestres, mais moi, ce que je déplore, c'est un peu la formation. Bon, il y a eu ce film, La Brenda Bilili, mais on a vu comment cet orchestre, on l'a découvert. C'est des journalistes qui vont sur place, français, qui découvrent des gens qui font la manche, et en fait, ce sont des musiciens. Moi, je trouve un peu dommage parce que même, non seulement les musiciens, on a plein d'idoles, c'est vraiment une marque de fabrique du continent, et malheureusement, l'État, une fois de plus, ne suit pas. Et même les encouragements viennent de l'extérieur. Combien de prix découvertes RFI ont permis de découvrir des artistes africains quand tout ce dont on parle. Et je trouve ça dommage que l'État... Mais les grands artistes qu'on connaît, je parle de la musique pop, de la musique, enfin les Salif Keita et les autres, Youssou N'Dour, ils viennent d'écoles de musique où c'est vraiment un apprentissage personnel? Non, c'est un apprentissage personnel. Ce sont par exemple, Salif Keita, c'est une famille de griots. Donc déjà... Donc familial. Voilà, donc de génération en génération, on apprend le chant. Mais est-ce qu'il a été dans une école? Non. Heureusement. La famille, c'est une école, d'une certaine manière. Oui, c'est une école, mais ce qui serait bien, c'est que l'État prenne le relais et que pas toujours les gens de la. Comment on appelle ça? Que les artistes de la diaspora prennent le relais alors que ce n'est pas leur travail. Le premier tweet, donc, puisque nous réfléchissons à l'enseignement de la musique et aux crédits qui sont reniés dans beaucoup de pays, est signé de Franpi, qui renvoie vers un article sur les sélections pour le conservatoire. Et notre blogueur commente l'entrée au conservatoire de Paris par tirage au sort, l'idée la plus débile depuis l'invention donc du tirage au sort. Deuxième tweet d'Eder Noguera, qui renvoie vers une photo postée sur Instagram, prise au conservatoire de Paris, où il est élève avec ce commentaire « La musique est la vie ». Et enfin, un tweet de l'hebdo québécois L'Écho Abitibien qui annonce qu'après 29 ans d'absence, le cours de chant sera de retour au conservatoire de Val-d'Or dès l'automne 2015. Val-d'Or étant, vous me le confirmez Julie, une ville à l'ouest du Québec. Oui, c'est en Abitibi, donc oui. Tout à fait. Notre dernier sujet va nous ramener à un personnage, évidemment, que vous connaissez bien de bande dessinée, qui s'appelle Tintin. Est-il totalement indémodable? Mais avant, voici l'habituel tour du monde de la culture francophone avec le Zap Culture que nous prépare donc chaque semaine Estelle et Aurore Marty. Estelle qui d'ailleurs nous quitte. Il n'y a pas de lien de cause à effet entre la présence du Zap culturel et la disparition momentanée d'Estelle, qui sera remplacée, pour parler de Tintin, par Yves Bigot. J'ai eu une vision surgie du passé. Voilà 7 ans qu'on attendait le nouveau Cabrel. Le temps a passé, l'auteur-compositeur en a même fait une chanson. Y a quelqu'un d'autre dans ta glace. Putain! C'est bon la vache! Wow! Marie Gillin, Nicolas Briançon, tous les deux consacrés pour la Vénus à la fourrure. Déshabillez-moi. Pas tout de suite. Chaque chanson est une petite pièce de théâtre. C'est quoi la comédie française? C'est la plus ancienne troupe du monde en activité, parce que c'est vrai, c'est tellement incroyable à entendre et à dire que je le dis à chaque fois, parce que c'est pas faux. Impossible? Si, possible. Risqué, mais possible, la preuve. Can you open the door? I need to fetch Henri. Ah, ça va. You are the concierge, you open the gate, et puis c'est tout. On se dit, c'est irréalisable, on n'y arrivera pas, donc il faut le faire. Ici, au théâtre, l'ombre et la lumière sont partenaires, comme la technologie et l'artisanat de ces deux passionnés. C'était aussi ce qu'on a mis en place avec Nicolas. C'était un rêve. Enfin, moi, je rêvais de voler dans ces images. Après 3 ans passés à Bruxelles, Benabar connaît bien la Belgique. Il reviendra au mois de juillet avant d'écrire une pièce de théâtre. Normal finalement, pour quelqu'un qui aime tant les histoires. Tigidou, en québécois, ça veut dire « je vais bien ». Et quand Brigitte Rosset va bien, ça scintille comme une robe du soir.
L'humour, c'est vraiment le quotidien, les petites choses avec mon regard dont j'ai envie de rire. Salut, moi c'est Deb, je suis responsable de l'atelier. Hermine Meunier pose ses couleurs sur la toile, comme elle le fait depuis des années. Mais depuis peu, fini les paysages côtiers. L'artiste s'est mise aux travaux. Elle reproduit des photos prises sur les grands chantiers du centre de Charleroi. L'art urbain s'embourgeoise chez les particuliers et s'invite dans les musées. À la Pinacothèque, les plus grands graffeurs sont à l'honneur, des œuvres impressionnantes de couleurs, de précision. On a une vingtaine de bouches par personnage qu'on remplace image par image pour être calé sur les enregistrements qu'on a fait avant. Moi, en tout cas, j'aime trop les dinosaures. Tous des débiles. Raymond Radiguet, en livre de poche, texte intégral, Le diable au corps, 2 francs. Et oui, on peut faire le malin avec un livre et sans se Le bal ruiner. du comte d'Angèle, préfacé par Jean Cocteau. Voilà un sketch des années 70 pour vanter une révolution. Et cette révolution, c'est le livre de poche. Le postulat fondamental de cette révolution architecturale, autant que sociale, peut tenir dans les 3 éléments, le soleil, l'espace, les arbres. Au cœur de l'exposition, le Modulor mesure l'homme idéal, selon Le Corbusier, 1,83 m, proposé comme le diapason des architectes. C'est sûr que je suis conscient, sans fausse modestie, que j'étais la bonne personne au bon moment et que j'ai senti dès le début à Philadelphie que j'avais quelque chose à apporter qui était bienvenu. Nous, on dit Kolankoma avec Kolasa en Bambara. C'est un proverbe qui dit ça. C'est-à-dire, comparaison, souvent, ça... N'est pas raison. L'actualité de Tintin et donc d'Hergé, son auteur célébrissime. Le dernier album, vous le savez, c'était Tintin chez les Picaros. Ça date quand même de 1976, c'est-à-dire il y a maintenant des années, presque 40 ans. Et pourtant, l'actualité continue. Pourquoi Tintin, le reporter, est toujours autant d'actualité? Pourquoi ce succès mondial et permanent? Nous en parlons dans un instant, juste après ce sujet. En France, à l'occasion du 40e anniversaire du musée en herbe, Tintin pose sa valise à Paris jusqu'à fin août. Au cœur de l'exposition, des objets prêtés par le musée Hergé de Louvain-la-Neuve et des objets ethnologiques prêtés par les musées du Quai Branly, du Louvre et par des galeries de renom. Afrique, Amérique, Égypte, Chine, Tibet sont représentés par les objets emblématiques des civilisations rencontrées par Tintin lors de ses nombreux voyages. Après Tintin au Congo en Afrique, c'est au tour de Tintin en Amérique de créer la polémique au Canada, à Winnipeg, capitale du Manitoba. Le réseau des librairies publiques a décidé de classer dorénavant la BD dans la collection Adultes et Parents plutôt que Service Jeunesse. En Belgique, Tintin vole toujours. Bruxelles Airlines et Moulinsart ont mis un Airbus A320 aux couleurs de Tintin. Cet avion est donc un requin noir long de 37 mètres, inspiré du sous-marin requin du professeur Tournesol dans le trésor de Rackham le Rouge. Et enfin, consécration lyrique. Les bijoux de la Castafiore devient un opéra joué en septembre prochain au château de la Hulpe en Belgique. Tintin est bien toujours d'actu. Voilà, je vous montre une biographie d'Hergé, portrait intime du père de Tintin, publié chez Robert Laffont. Et alors, est-ce qu'on a une explication les uns et les autres, justement, en Belgique, ça vous concerne directement, parce que c'est chez vous, du succès phénoménal de Tintin et d'Hergé encore aujourd'hui? Écoutez, encore aujourd'hui en tout cas, Tintin est un héros national, puisque vous l'avez dit, les bijoux de la Castafiore. J'ai adoré ça, moi. Voilà, un opéra en septembre prochain au château de la Hulpe, qui reprend évidemment l'histoire et qui est le plus musical des albums de Tintin. L'album que vous avez en main, voilà. Trésor de Rackham le Rouge. Voilà, a inspiré cet Airbus 320 qui fait l'aller-retour Bruxelles-Toulouse et qui est peint aux couleurs là, du sous-marin. Donc voilà. Tintin vous ramène chez vous. Donc voilà, chez nous, en Belgique, malgré les polémiques, certaines sont totalement justifiées, Tintin reste le héros national. On est tous. Est-ce qu'on a une idée de quelle est la raison en fait? Moi, je pense qu'il continue à faire rêver. Il n'y a rien à faire. Je veux dire, Tintin fait des voyages extraordinaires, des reportages. Il est jeune, il est sympathique, le capitaine Haddock, Tournesol. Les personnes, comme au cinéma ou même dans la littérature, les personnages secondaires sont aussi importants que lui-même. C'est ça. Et ils ont donné lieu à d'autres histoires. C'est-à-dire que moi, je pense que quand même, qui n'a pas rêvé un jour d'être reporter au long cours, de raconter... Surtout vous. Voilà. Même moi, je m'y suis mis. Je fais de la BD maintenant. Alors, je n'ai pas encore vendu 230 millions d'exemplaires traduits en 100 langues, mais qui sait, ça viendra peut-être. Tintin, Yves.
Et Tintin, je pense, continue à fasciner aussi parce qu'on continue à le parodier. Pas plus tard qu'il y a 15 jours, il y avait un Tintin à Fukushima qui mettait les aventures de Tintin contre les pollueurs, contre le nucléaire, etc. Donc c'est bien la preuve qu'il continue d'habiter nos imaginaires au sens le plus large et puis d'alimenter la polémique, puisqu'il y a eu la polémique Tintin au Congo, ce qui d'ailleurs nous pose à nous la question toujours de savoir est-ce qu'il faut effacer l'art et l'enlever de son époque au nom d'un politiquement correct qui tiendrait à faire que l'humanité a toujours été parfaite et ne pas vouloir se rappeler justement d'où elle vient et quelle a été son évolution. Mais ça a été le cas de Tintin en Amérique aussi avec les Indiens, pour la même raison que Tintin au Congo. Et puis surtout, mais je laisserai Lise-Laure vous parler des Africains. Mais juste, j'étais à Kinshasa il n'y a pas très longtemps. Nous sommes extrêmement regardés. Bonjour, amis quinois et amis congolais. Quand vous allez n'importe où au grand marché de Kinshasa, on vous propose de faire Lise-Laure au Congo, c'est-à-dire qu'ils ont des machines. On vous met votre photo et ça devient Lise-Laure au Congo, Guillaume au Congo, Pascal au Congo, Michel, Julie au Congo. Donc c'est un phénomène qui dépasse la Belgique, et évidemment pourquoi ? Parce que le Congo était ex-belge, à l'époque où Kinshasa s'appelait Léopoldville. Mais surtout, je pense que ça touche à l'enfance aussi, le monde de Tintin, mais l'enfance quand elle se rêve adulte, justement. C'est-à-dire que je crois que tout l'univers, 1000 milliards de mille sabords de Tintin, c'est celui de l'enfance projetée dans l'âge adulte. Et c'est ça qu'il y a de fascinant. Et puis, on voit bien que les aventures que vit Tintin, c'est celles qu'on a ensuite prêtées à James Bond, par exemple. On est dans le même type d'univers. Et, oui, il y a l'anticipation qui est extraordinaire. Non, mais voilà, et après tous les grands films d'aventure, les aventuriers de l'Arche perdue, etc., tout ça, on retrouve Tintin, en fait, en réalité, comme s'il était un peu le moule fondateur de toutes ces aventures. Et tous ces personnages sont archétypiques ou archétypaux, et ils sont des points d'attachement forts pour les mêmes raisons qu'on aime des sitcoms ou qu'on aime les séries américaines. Lise-Laure. Alors moi, ce succès mondial de Tintin, vraiment, ça me dérange un peu parce que oui, parce que cette version, elle est édulcorée, mais même quand on lit la version édulcorée, je comprends pourquoi surtout les Africains de la diaspora ne se sentent pas très à l'aise quand on lit ça, parce que ça, c'est normal. On a le sentiment qu'on n'a pas passé la période coloniale. Alors, il dit, j'ai lu un de ses biographes, je pense que c'est Benoît Peters, qui dit oui, en fait, il a dit plusieurs fois à Hergé que c'était une erreur de jeunesse. Oui, c'était le rédacteur en chef de ce journal 20e siècle, Norbert Wallace, qui l'avait, mais il n'a jamais été en Afrique. Et puis, il y a je ne sais pas, parfois, il y a un chef qui s'appelle Baba Orom. Alors, je ne sais pas, un chef africain ça, c'est un mélange avec Astérix. Voilà. C'est un peu bizarre. Et puis, moi, je comprends qu'en 2007, qu'il y ait un étudiant congolais qui dit nous, on ne veut plus de cette parution. Il y a Alors, il a changé, mais même dans la façon de changer, moi, il y a un extrait qui m'a marqué. Alors, dans la version noir et blanc en 1931, il dit, par exemple, Tintin donne une leçon à des jeunes noirs, et là, il leur disait, il faudrait que vous aimiez la patrie belge. Mais la version changée, c'est encore pire. C'est soi-disant être plus soft, mais c'est encore pire parce que là, on leur apprend à compter et on leur demande 3 fois 2 plus 2, ils n'y arrivent pas. Et ce n'est pas des petits, c'est des grands. Donc, moi, je trouve qu'à la limite, je ne sais pas si c'est raciste ou pas, mais ce n'est pas à l'avantage des Noirs. C'est intolérable. Voilà. Non, mais il faut dire, voilà. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est absolument intolérable. Mais, justement, je pense que c'est parce que c'est intolérable qu'il ne faut pas l'effacer et faire comme si ça n'avait jamais existé. Oui. Il faut au contraire, bien entendu, dire voilà comment était le monde, voilà comment on pensait en Belgique et en France, bien évidemment, à cette époque-là. Et par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que comme les Africains sont toujours très malins, très récupérateurs et qu'ils ont énormément d'humour, c'est qu'ils se moquent de nous. Et que, évidemment, quand on arrive à Kinshasa, ils essaient tout de suite de nous vendre d'ailleurs des très beaux, des pirogues avec les personnages de Tintin, etc. Parce qu'ils ont raison de se foutre de notre gueule, on l'a bien mérité, c'est bien la moindre des choses. Mais sur le fond, c'est intolérable. Mais en revanche, supprimer des œuvres
sous prétexte qu'elles sont insoutenables, je pense que c'est absolument une erreur historique. Une grande partie de l'histoire de la littérature. Voltaire était antisémite, Céline a écrit Bagatelle pour un massacre. Les Africains sont bien au-dessus de là, puisqu'ils en rigolent. C'est la preuve qu'ils ne sont pas profondément blessés. C'est vrai que quand on fait le Tintin au Congo, c'est rigolo. Mais moi, je serais quand même, comme l'ont fait les Anglais, qu'on mette ce petit autocollant pour dire que ce livre n'est pas comme les autres. Cette bande dessinée est assez particulière. À Winnipeg, que s'est-il passé, Julie? À Winnipeg, et pour aller un petit peu dans le sens de ce que Liselor dit, on s'est fâché sur des termes utilisés dans cette aventure de Tintin en Amérique, parce que ce qu'il faut savoir... Il faut expliquer aux téléspectateurs que c'est le suivant dans l'œuvre d'Hergé de manière chronologique. Oui. Après Tintin au Congo, il y avait eu Tintin en Russie, d'ailleurs à l'origine, qui était aussi à côté de la plaque par rapport aux bolcheviks, quoique un peu plus mérité. Ensuite, il y a eu Tintin au Congo, puis Tintin en Amérique. Non, mais ce sont les œuvres de jeunesse, en fait. Voilà, c'est ça, c'est dans la même foulée. Le problème, c'est que Hergé a probablement sous-estimé à quel point la question des Premières Nations chez nous est une question très délicate. On n'est pas fiers de ce qui s'est passé. Alors, quand on utilise des termes comme peau rouge, visage pâle, scalpé, on ne fait pas comme au Congo. Ici, si vous venez à Winnipeg, on ne vous attachera pas sur un poteau pour prendre des photos. Mais donc, il fallait rectifier le tir par rapport à cette terminologie. Et on a jugé bon de retirer du rayon de la littérature jeunesse cette aventure de Tintin pour la mettre en littérature adulte. Et parce qu'on juge que c'est démagogique. Et puis, aux parents, maintenant, la liberté de mettre leur enfant en contact avec cette aventure s'ils le veulent bien. Mais je reviendrai au Québec quelques secondes parce que ça, l'importance d'Hergé et de Tintin au Québec, c'est très intéressant dans un contexte politique et social où nous, dans les années de 30 à 60, ça aurait été l'âge d'or des comics américains, Marvel et DC Comics. Alors, nos héros, nous, c'est Superman, Spider-Man, Batman, éventuellement Wonder Woman. Et là, tout à coup, on a... on a aussi Mickey Mouse qui va apparaître dans les années 30. Alors, on a des animaux, on aura Bugs Bunny aussi. Et là, tout à coup, arrive un super-héros qui est un humain, qui est un reporter, et là, s'ouvre le monde, parce que ces aventures se passent, comme on le sait, partout sur la planète. Et ça arrive aussi dans une conjoncture où le Québec s'affranchit. C'est la fin de la Grande Noirceur, s'affranchit de l'Église. Alors, c'est toute une jeunesse qui va rentrer en contact avec cet univers-là. Et ça a été déterminant dans l'univers de plusieurs jeunes qui représentaient la relève, qui sont les adultes d'aujourd'hui. Oui. Le rapport entre la Castafiore et Céline Dion? Les deux sont forts. Très distant. Michel, est-ce qu'en Suisse, il y a l'affaire Tournesol en Suisse? Il y a l'affaire Tournesol, effectivement, qui a été scénarisée en Suisse. C'est un très bel album, d'ailleurs. Alors, évidemment, moi, je ne vais pas discuter plus longtemps de Tintin en Amérique ou Tintin au Congo. Je suis parfaitement d'accord. Je pense que voilà, c'est des choses qui sont inacceptables au vu de l'histoire, de toute manière, enfin, en général. Et puis, il faut le dire. Donc, ça a été dit, il faut le garder à l'esprit. Maintenant, est-ce qu'on arrive à expliquer le génie? Parce qu'Hergé et Tintin, c'est ça. C'est du génie pur. La ligne claire. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, je pense que le succès, en tout cas, moi qui l'ai lu quand j'étais gamin, j'avais même pas 10 ans, j'avais déjà tout lu une fois, c'est vrai qu'il y a un exotisme, une capacité de voyager, il y a une aventure, ça rote, ça pète, ça castagne, ça fume, ça boit. Enfin, c'est génial, c'est totalement politiquement incorrect. C'est génial de lire Tintin quand on est gamin et quand on n'a pas accès au voyage, quand on n'a pas fait 2 fois le tour du monde, il n'y avait pas Internet. Bref, c'était une ouverture sur le monde. Jules Verne. Mais c'était une ouverture sur le monde qui était géniale. Et puis après, alors Hergé, voilà, ce que dit Yves, c'est l'inventeur de la ligne claire avec Jacob. Ce côté dépouillé avec une petite ligne noire et c'est tout, des couleurs qui sont en aplat comme ça. Enfin, voilà, il y a une qualité graphique qui était exceptionnelle dès le début quand il a commencé à mettre la couleur et qui attirait l'œil et c'était le premier à faire ça. C'est du talent pur parce que moi, j'ai eu la chance d'aller visiter Nick Rodwell et Fanny, donc la veuve d'Hergé, avenue Louise, dans leur bureau d'où ils gèrent les éditions Moulinsart aujourd'hui. J'ai été autorisé à m'asseoir à la table de dessin de Hergé. Et je dessine toujours aussi mal. C'est uniquement il n'y a pas de miracle. Talent. Voilà. On va passer au coup de cœur dans un instant. Je voudrais qu'on lise des tweets qui concernent justement Tintin. Le premier tweet est de Philippe Paradis de Montréal qui poste une photo d'Hergé lors d'une visite à Québec le 15 avril 1965. Deuxième tweet émane d'Émilie Naouri qui propose en guise de visite culturelle d'aller voir le musée imaginaire de Tintin au musée en herbe à Paris. Et enfin un tweet de Nicolas Poppy avec des photos de l'Airbus A320 repeinte aux couleurs de Tintin qui a volé pour l'inauguration de la liaison Bordeaux-Bruxelles. Vous nous laissez vos tweets, vous savez,
Hashtag 200 millions de critiques et vous utilisez le site internet de TV5 Monde pour donner votre sentiment. Ça nous fait extrêmement plaisir. Je disais, Julie, les coups de cœur. Alors, on a parlé de l'enseignement de la musique dans cette émission. Mon coup de cœur irait à Jean-François Rivet, qui est un chef d'orchestre qui va diriger l'Orchestre métropolitain à Montréal. Si vous êtes de passage le 8 mai ou si vous nous écoutez de Montréal, il va proposer Rêve américain, qui est donc un assemblage de compositions de Gershwin, Copland, Bernstein. C'est très, très beau. Alors, coup de chapeau à la musique classique et à Jean-François Rivet. Mon cher Michel. Alors, depuis quelques jours, vous savez, on ne savait pas qu'à Pompidou, au centre de Pompidou, à Beaubourg, eh bien, s'expose Le Corbusier, dont on fête cette année les 50 ans de la mort. Et le coup de cœur, eh bien, je le fais à un bouquin qui sort en lien eh bien, à ces 50 ans du décès de Le Corbusier. On le doit à Jean-Louis Cohen. Il est intitulé simplement Le Corbusier aux éditions textuelles. C'est un très joli livre, richement illustré. Et c'est un livre qui mérite d'être lu parce que justement, il recontextualise Le Corbusier, et on voit aussi sa formidable ambition et comment il a travaillé sur toute la planète pour arriver à ce qu'il voulait faire. Voilà. Lise-Laure. Alors moi, je vais vous parler d'un film qui est sorti en France depuis le 8 avril, un film malgache qui s'appelle Adgas. On en a beaucoup parlé à TV5 et qui parle de l'art de la débrouille des malgaches. Alors des pneus, par exemple, ils en font des chaussures. Pour faire des lampes, ils utilisent des boîtes de conserve. Avec des os de zébu, ils font du savon. Et puis, il y a deux choses que je voudrais dire, parce que dans le film, il y a deux petites phrases. Ils disent « Les Chinois fabriquent et nous, les malgaches, on répare ». Et surtout, le peuple malgache a vraiment le sentiment qu'on se moque de lui. Donc, il y a un petit proverbe qui dit « Il n'y a pas plus résistant que le rocher, mais comme il ne dit rien, les oiseaux lui chient dessus. » Mon chéri. Alors, une fois de plus, Stromae, qui vient de triompher au festival de Coachella, sans doute le plus prestigieux et couru des festivals de musique de la planète. Il a invité Kanye West à venir chanter avec lui sur Alors on danse. Et puis surtout, il va se lancer, chers amis qui nous regardez en Afrique, dans une grande tournée africaine. Il est d'origine rwandaise, hein, il faut rappeler, même si c'est un vrai bruxellois, justement. Et au-delà de cette tournée africaine, fin septembre, début octobre, il se produit à Madison Square Garden à New York, et ça se terminera le 9 octobre par un direct, et puis l'album live, le DVD, etc. Tout ça depuis un grand stade en Afrique, Dakar ou Abidjan. La ville n'est pas encore choisie, mais Stromae, je vous l'ai dit depuis longtemps, c'est le client de la décennie. Et ce qui est bien pour nous, c'est que bien qu'il soit rwandais et belge, les Américains pensent qu'il est français. Comme toujours, hein, tous nos artistes qui s'exportent, ils deviennent toujours français par la force. Vous avez écrit coup de cœur, permettez que je monte. Sauf Hergé. Regardez la beauté de cette jeune femme. C'est pas joli ces petites notes, Voilà. coup de cœur. Mon coup de cœur, Ouais. je reste dans la bande dessinée. C'est une exposition consacrée à l'âge d'or de la bande dessinée belge. Des planches originales de Hergé notamment, mais Francky, Comès, enfin tous les grands, qui sortent du musée de Liège. Ça se passe en juin prochain au centre Wallonie-Bruxelles, qui est, vous le savez, l'espace des francophones belges à Paris. C'est un petit espace avec une salle d'exposition, évidemment, mais aussi une salle de spectacle en face de Beaubourg. Un espace qui mérite d'être découvert. Voilà. Cette émission est terminée ce jour, car elle continue. Ciao et à bientôt. Alors on danse. 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 Alors on danse.